Sparte. Ce nom seul évoque instantanément des images de guerriers invincibles et de 300 héros légendaires. Mais que diriez-vous si je vous disais que derrière cette façade étincelante se cachait l'utopie la plus étrange? Tout commença par une défense héroïque contre les envahisseurs perses, mais s'acheva par une profonde crise interne. Les Spartiates avaient instauré un système où la guerre était le seul sens de l'existence, tandis que les autres Grecs construisaient des théâtres, développaient l'architecture et débattaient de philosophie. Les Spartiates faisaient de leurs fils d'impeccables machines à tuer. Derrière tout cela se tenait Lycurgue, une figure si énigmatique que les historiens débattent encore de son existence. Ces réformes transformèrent Sparte en une sorte de camp militaire permanent où les intérêts personnels étaient totalement effacés au profit du bien commun. Cependant, cette grandeur cachait une sombre réalité. Le pouvoir spartiate reposait sur le travail forcé des ilotes, des voisins réduits en esclavage, plus nombreux que leurs maîtres et qui les haïssaient farouchement. Pour les contrôler, les Spartiates créèrent la Cryptia, une sorte de police secrète qui terrorisait la population et éliminait les rebelles potentiels. La peur constante de la rébellion fit de Sparte un État replié sur lui-même et paranoïaque. Lorsque la guerre contre Athènes éclata, deux civilisations radicalement différentes s'affrontèrent. Athènes, démocratique et maritime, contre Sparte, hiérarchisée et conservatrice. Ce fut la guerre froide de l'Antiquité qui dégénéra rapidement en bain de sang. C'est dans ce conflit que le mythe de l'exception spartiate commença à s'effriter. En 425 après Jésus-Christ, l'impensable se produisit sur l'île de Sphactérie, les hoplites d'élite, ces hommes si unis par les mêmes valeurs, capitulèrent après un blocus. Le monde fut stupéfait, car on croyait qu'un Spartiate ne pouvait que vaincre ou mourir. Plus surprenant encore était le rôle des femmes. Tandis que les Athéniennes vivaient isolées, les Spartiates possédaient des terres, recevaient une éducation et exerçaient une influence réelle. C'était une société de contraste, cruelle, répressive, mais incroyablement disciplinée. Nous allons retracer comment une poignée de villages sur les rives de l'Eurotas ont pu imposer leur volonté au monde antique tout entier, et pourquoi leur triomphe a finalement conduit à une impasse historique. De jeunes Spartiates, huilés de la tête aux pieds, participaient à des courses et à des combats de lutte devant des spectateurs stupéfaits. Dans le reste de la Grèce, voir des jeunes filles nues dans un stade était considéré comme le comble de l'impudeur. Mais à Sparte, la performance sportive primait sur la morale conventionnelle. Ici, une femme pouvait devenir championne olympique, à l'instar de Kiniska, première femme de l'histoire à remporter une course de chars menant 4 chevaux rapides. Tandis que les Athéniennes vivaient dans un isolement complet, les Spartiates possédaient des terres, géraient des domaines et exerçaient une réelle influence politique. On les surnommait « cuisses dénudées » en raison de leur chiton court et de leur force athlétique. Pendant que les ilotes, esclaves, cuisinaient et tissaient, les femmes libres de Sparte se consacraient à la maternité et à la préservation de leur beauté légendaire, héritée d'Hélène de Troie. Mais derrière ce faste apparent se cachait une cruauté inouïe. La guerre contre Athènes se transforma en un massacre sanglant, révélant les aspects les plus sombres du monde grec. Le tournant décisif survint avec l'apparition d'Alcibiade, le génie du mal de son époque. Il entraîna Athènes dans une aventure téméraire en Sicile, puis, trahissant sa patrie, fit défection au profit des Spartiates. Ses conseils se révélèrent fatals. La flotte athénienne fut anéantie et le général spartiate Lysandre ordonna que la main droite des marins capturés soit coupée. Ce fut la fin de l'ère démocratique et le début d'un nouvel ordre impitoyable sous l'égide de Sparte. La victoire corrompit Sparte. L'or et le pouvoir absolu commencèrent rapidement à ronger la caste prétendument égale. C'est alors qu'Agésilas II monta sur le trône. Boiteux de naissance,
Il devint l'incarnation vivante d'une prophétie terrifiante. Un oracle avait prédit « Sparte orgueilleuse, ta puissance s'affaiblira et des désastres inattendus s'abattront sur toi ». La prédiction se réalisa avec une précision effrayante. À peine 30 ans plus tard, la phalange invincible fut mise en déroute et les Ilotes, dont le labeur était à l'origine de tout le pouvoir, recouvrèrent leur liberté. Finalement, cette grande puissance militaire se transforma en une sorte de parc d'attractions pour touristes. À l'époque romaine, on venait à Sparte pour assister à un rituel macabre. De jeunes gens étaient flagellés sur l'autel jusqu'au sang, et parfois même jusqu'à la mort, pour le simple plaisir des riches visiteurs. Mais même dans sa chute, Sparte a triomphé à travers le temps. Son image a inspiré des empires de Rome à la Bretagne, et les mots « spartiate » et « laconique » sont restés à jamais dans notre vocabulaire comme symbole du triomphe de la volonté humaine. Mais derrière cette façade d'attraction touristique se cachaient des histoires à glacer le sang. Tout commença par la légende d'une beauté incroyable qui parfois se mua en véritable malédiction. Prenons le scandale du roi Ariston. L'histoire était digne d'un thriller. Le roi avait un meilleur ami, et son ami était marié à la plus belle femme de Sparte. Ariston la désirait si ardemment, espérant qu'elle lui donnerait l'héritier parfait, qu'il eut recours à une ruse abjecte et la séduisit littéralement. C'est ainsi que naquit le futur roi d'Émarate, dont la naissance fut considérée comme illégitime et traîtresse pendant des décennies. En réalité, les femmes spartiates, c'est une toute autre histoire qui a choqué le monde antique. Tandis qu'à Athènes, les épouses étaient tenues à l'écart, les Spartiates impressionnaient par leur force physique. Les comédies de l'époque les décrivaient sans détour. Vous êtes si belle et si forte que vous pourriez étrangler un taureau. Et ce n'était pas une exagération. Elles pratiquaient la gymnastique et l'athlétisme en public, souvent presque nues, sautant, se frappant les fesses du talon et conservant leur musculature d'acier même après l'accouchement. Pour leurs voisins grecs, si choyés, cela paraissait sauvage, provocateur et d'une beauté troublante. Sparte elle-même a révolutionné l'urbanisme, point de grandes murailles ni de colonnades fastueuses. Les historiens antiques prédisaient une chose étonnante. Si la cité venait à être abandonnée, ses descendants, face à ces humbles ruines, auraient du mal à croire à sa puissance passée. Les Spartiates méprisaient les murs par principe, les considérant comme un signe de faiblesse. Leur défense reposait uniquement sur la force masculine de leurs corps entraînés. La ville demeurait un ensemble de villages modestes, unis non par la pierre, mais par une discipline de fer. Mais qui a transformé les hommes en boucliers humains? La figure de Lycurgue, créateur des lois spartiates, est si énigmatique que même les anciens doutaient de son existence. Lorsqu'il entra dans le temple de Delphes, l'oracle resta figé, perplexe, ne sachant s'il devait l'accueillir comme un mortel ou un dieu. Lycurgue conçut un système permettant au Conseil des Anciens de dissoudre l'Assemblée populaire si le peuple votait incorrectement. Il créa ainsi la machine de guerre parfaite, puis se laissa mourir de faim afin que ces règles impitoyables ne soient à jamais modifiées. Le mythe triompha donc de l'histoire. En réalité, la liberté spartiate n'était qu'un vernis trompeur masquant un contrôle total. La Gérousie, Conseil des Anciens, détenait le pouvoir. Ces hommes disposaient d'un droit de délibération préalable. Aucune loi n'était soumise à l'Assemblée populaire sans avoir été approuvée par les Anciens. De plus, si le peuple votait incorrectement, la Gérousie dissolvait purement et simplement l'Assemblée et annulait le résultat. Il s'agissait de la Cour suprême, devant laquelle même les rois tremblaient. Mais qui composait ce peuple? Les Damos. Il ne s'agissait pas de simples citoyens, mais d'une élite, des guerriers professionnels ayant traversé l'épreuve d'Agogée. Pour être considéré comme citoyen, il fallait être non seulement brave, mais aussi suffisamment riche pour payer sa contribution à la communauté. Incapable de payer,
ou faisant preuve du moindre signe de lâcheté. On perdait instantanément tous ses droits. C'est ainsi que se forgea la phalange invincible. Un mur de 5000 hoplites, vêtu de bronze et de manteaux écarlates. Cette couleur accompagna le Spartiate de son premier combat jusqu'à sa mort. Le lourd casque de bronze protégeait la tête, mais rendait le guerrier presque sourd. Aussi, le succès au combat ne dépendait-il pas des cris du commandant, mais de l'instinct et de la confiance en son voisin de droite, qui protégeait son flanc de son bouclier. Le chemin vers ce rang commençait à l'âge de 7 ans, lorsqu'un garçon était arraché à sa famille pour toujours. Il était jeté dans un troupeau où des mentors sévères remplaçaient les parents et la cruauté rituelle les jeux. Les jeunes étaient entraînés dans le plus grand secret. Ils devaient être capables de se déplacer dans l'obscurité la plus totale, sans torche, et de chasser les esclaves au sein d'escadrons secrets de Cryptia. Même les rois étaient surveillés par des efforts, 5 surveillants qui pouvaient engager des poursuites judiciaires contre un souverain en cas de violation des lois rigoureuses. Toute cette machine de guerre reposait sur la force des ilotes et le labeur des périèques, artisans qui forgeaient des armes et des armures légendaires. Tandis que le reste de la Grèce expérimentait la démocratie, Sparte se transformait en un camp militaire fermé. Lorsque le roi perse Cyrus entendit parler d'eux pour la première fois, il demanda avec dédain « Qui sont donc ces Spartiates ?» 2 générations plus tard, ses héritiers périraient dans le sang aux Thermopyles et sur les champs de Platée, recevant ainsi une réponse aussi claire que brutale à cette question. La machine de mort spartiate avait soif de toujours plus de sang. Au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, leurs regards se tournèrent vers le nord, vers l'Arcadie, région rude et misérable. Confiants dans leur victoire, ils emportèrent avec eux des cordes à mesurer pour le partage des terres et des chaînes pour leurs futurs esclaves. Mais les dieux se moquèrent de leur arrogance. Cet épisode est entré dans l'histoire sous le nom de « bataille des chaînes ». Les Spartiates subirent une défaite écrasante et se retrouvèrent enchaînés par leurs propres chaînes. Ces chaînes restèrent suspendues pendant des siècles dans les temples grecs, symbole silencieux de leur honte suprême et réquisitoire contre eux. Comprenant qu'Arcadie ne pouvait être soumise par la seule force brute, Lacédémone eut recours à une diplomatie et une propagande habiles. Ils orchestrassent l'une des premières supercheries à grande échelle de l'histoire. Ils découvrirent et transportèrent solennellement à Sparte les ossements gigantesques du légendaire héros Oreste. Aujourd'hui, les érudits sont certains qu'il s'agissait des restes d'un dinosaure préhistorique, mais pour les habitants de l'époque, cette découverte devint la preuve sacrée du droit de Sparte à dominer toute la région. Ainsi débuta la formation de la Ligue du Péloponnèse. Oubliez une république d'égaux. Il s'agissait d'une hiérarchie rigide où les alliés juraient de suivre Sparte partout et de nourrir son armée tandis que Sparte elle-même ne s'engageait à rien. Les Spartiates n'hésitaient pas à s'aventurer bien au-delà de leur péninsule. Ils traversèrent la mer Égée pour renverser les tyrans et instaurer leur propre ordre, comme lors de leur campagne contre le souverain de Samos. Mais Argos demeurait leur cauchemar éternel et leur principal rival. Lors de la célèbre bataille des 300 champions, les 2 camps décidèrent de se passer d'armées importantes, n'engageant que leurs meilleurs hommes. Seuls 2 Argiens et un Spartiate survécurent. Argos s'empressa de célébrer sa victoire, mais le Spartiate resta sur le champ de bataille jusqu'au bout, revendiquant la victoire. Le différend se résolut dans le bain de sang qui s'ensuivit, où Sparte écrasa finalement son rival et s'empara des terres disputées. Au cœur de toutes ces intrigues se trouvait le roi Cléomène Ier, un homme dont la naissance avait enfreint toutes les lois. Son père était le seul bigame officiel de l'histoire de Sparte. Cléomène n'avait pas subi les épreuves de l'agogée, mais il possédait l'instinct d'un grand stratège. C'est lui, en manipulant l'oracle de Delphes, qui força Sparte à envahir Athènes et à mettre fin
à la tyrannie locale, ouvrant ainsi la voie à une ère nouvelle. Cléomène prouva qu'un roi spartiate était bien plus qu'un simple général, c'était un grand maître politique, capable de redessiner la carte de la Grèce à sa guise. Tandis que Cléomène s'installait sur le trône, son demi-frère Dorius rongeait le ressentiment. Dorius avait traversé l'abattoir de l'Agogée avec honneur, se considérant comme un véritable chef du peuple et un descendant de grands héros, tandis que Cléomène n'était qu'un parvenu. Mais à Sparte, la loi favorisait l'aîné. Dorius trouvait la ville trop petite pour son frère et partit chercher fortune outre-mer, en Libye et en Sicile. Il rêvait de fonder son propre empire, mais ne fit finalement que faciliter le pari risqué de Cléomène. Et Cléomène commença son jeu. Il n'était pas un général spartiate typique, habile seulement au maniement de l'épée. C'était un fin stratège politique. Lorsque Thèbes et Athènes s'affrontèrent au sujet de leurs frontières, Cléomène les monta habilement l'une contre l'autre, forçant Athènes à prendre en charge la défense de la minuscule Platée. Pourquoi ? Pour créer une source de tension permanente entre les voisins et faire de Sparte l'arbitre suprême de leurs interminables querelles. Même lorsque le souverain de Samos vint à lui les poches pleines d'or, Cléomène le congédia froidement. On raconte que même sa jeune fille, Gorgo, comprit immédiatement que l'étranger tentait de les corrompre. Cléomène bâtit la Ligue du Péloponnèse, non pas sur des pots de vin, mais sur une discipline de fer et une grande ruse. Mais une rage sourde couvait à Sparte. Le second roi, Démarate, haïssait Cléomène de toutes ses forces. Il sabotait les campagnes, perturbait les missions diplomatiques et se moquait ouvertement de ses décisions. Cléomène répliqua par un coup fatal. Il corrompit l'oracle de Delphes, déclara Démarate bâtard et l'exila. Cléomène semblait désormais le maître absolu de la Grèce. Mais c'est précisément au sommet de sa puissance qu'il sombra soudainement dans la folie. Son comportement devint effrayant. Il se mit à frapper les passants au visage avec son bâton, et enchaîné, il commit le suicide le plus atroce de l'histoire, se tailladant littéralement les jambes et le corps en lambeaux. Officiellement, les Spartiates accusèrent l'alcool, prétendant que le roi avait appris des Scythes à boire du vin pur. Mais il existe une autre théorie, bien plus sombre. Cléomène aurait tout simplement été éliminé, et la folie n'était qu'un prétexte. Après tout, son frère cadet, Léonidas, futur héros des Thermopyles, était le successeur désigné. Pendant ce temps, Démarate, exilé, se trouvait déjà dans l'attente du roi perse Xerxès, se préparant à trahir sa patrie par vengeance, tandis que Léonidas s'installait sur le trône. Son prédécesseur, Démarate, conseillait déjà le roi perse Xerxès. Était-il un traître ? Du point de vue grec, assurément. Mais pour Sparte, son exil marqua un tournant. Le fonctionnement interne de Lacédémone s'en trouva bouleversé. Les rois ne pouvaient plus diriger l'armée à leur guise. Une union fut formée où chaque cité-État avait voix au chapitre. Paradoxalement, cette limitation du pouvoir ne fit que renforcer Sparte. C'est cette main de fer dissimulée, sous une diplomatie habile, qui allait constituer le pilier de la résistance lorsque les Perses apparurent à l'horizon. Mais ne croyez pas que les Spartiates aient toujours été de simples sauvages austères, armés de lances. Les archéologues ont découvert en Laconie de magnifiques masques, des poteries peintes et même des objets en ivoire. Ils importaient de l'or, créaient de superbes figurines d'hoplites en bronze et commerçaient activement avec le monde extérieur, de l'Italie à la mer Noire. Avant de se transformer en un camp militaire totalement fermé, Sparte était ouverte à l'art. Ces guerriers appréciaient l'élégance autant que le tranchant de l'épée, et l'image d'un désert culturel n'est qu'un mythe postérieur. Le tonnerre gronda en 490 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Marathon. Seuls les Athéniens repoussèrent l'assaut de l'Empire. Mais où étaient donc les Spartiates, réputés invincibles? Ils arrivèrent tout simplement trop tard. La version officielle veut qu'ils attendaient la pleine lune, car pour eux, la loi des dieux primait sur les ordres des hommes.
Simple prétexte ou foi fanatique? Quoi qu'il en soit, la gloire du triomphe revint à Athènes, et ce fut un coup dur pour l'orgueil spartiate. Lorsque Xerxès lança sa horde colossale en quête de vengeance, l'oracle de Delphes prononça une sentence terrible contre Sparte. Soit la ville serait rasée, soit l'un de ses rois périrait. Il n'y avait pas d'autre choix. Tandis que le reste de la Grèce tremblait de peur et que les alliés se réfugiaient derrière des fêtes religieuses, Léonidas choisit 300 gardes. Ce choix n'était pas anodin. Il ne choisit que ceux qui avaient déjà engendré des fils, afin que leur lignée ne s'éteigne pas à jamais. Les Thermopyles, que l'on pourrait traduire par « porte chaude », sont une étroite bande de terre entre les falaises et la mer. Là, 300 Spartiates se dressèrent face à une machine de destruction qui, selon diverses estimations, comptait jusqu'à 250 000 soldats. Léonidas savait qu'il allait mourir, mais c'est ce sacrifice conscient qui transforma une opération militaire ordinaire en une légende immortelle qui perdure encore aujourd'hui. Léonidas était confronté à une mort certaine, mais il n'était pas seul. Les gorges étroites des Thermopyles étaient défendues par environ 7000 Grecs, mais ces 300 hommes formaient le noyau dur de la défense. Léonidas les avait choisis avec soin, selon un critère strict. Chaque famille devait avoir un fils. La lignée ne pouvait être brisée indéfiniment, mais dans le dos des héros, les intrigues faisaient rage. Par exemple, 400 Thébains étaient retenus prisonniers dans la gorge. De fait en otage, le roi, se méfiant de leur loyauté, les gardait comme gage de l'allégeance de leur cité. Et, comme l'histoire l'a montré, ces soupçons étaient justifiés. Cependant, la véritable force de Sparte résidait non seulement dans ses boucliers, mais aussi dans l'intelligence de ses femmes. Prenons l'exemple de Gorgo, l'épouse de Léonidas. Son nom signifie littéralement « Gorgone », et elle était à la hauteur de sa réputation. Enfant, elle sauva son père, le roi, d'une tentative de corruption honteuse en lui disant simplement « Papa, cet étranger va te corrompre si tu ne le chasses pas rapidement. » Plus tard, alors que les stratèges grecs s'agitaient frénétiquement devant des tablettes de cire vides, c'est Gorgo qui gratta la cire et découvrit un message secret annonçant l'invasion de Xerxès. Tandis que les hommes étaient désemparés, une femme sauva le pays. Les femmes spartiates étaient tout à fait différentes. Lorsqu'une Athénienne demanda à Gorgo pourquoi seuls les Spartiates exerçaient une véritable autorité sur leurs maris, elle rétorqua sèchement « Parce que seuls nous donnons naissance à de vrais hommes ». Au moment où Léonidas partait pour sa dernière campagne, Gorgo lui demanda conseil. La réponse de son mari fut brève. « Prends de bons maris et donne naissance à de bons enfants. » Elle suivit ses instructions, mais ne se remaria jamais. Le dénouement survint le 3e jour. Un traître local mena les « immortels » perses par un sentier de montagne derrière les lignes grecques. Lorsque les Spartiates apprirent que des nuées de flèches ennemies allaient littéralement obscurcir le soleil, le guerrier Dienekès prononça une phrase devenue immortelle. « Très bien, nous combattrons dans l'ombre. » Ils se battirent jusqu'à leur dernier souffle, n'utilisant finalement que des épées brisées, des pierres et leurs propres dents pour défendre le corps de leur roi. Xerxès, fou de rage, ordonna la décapitation de Léonidas, mais il était trop tard. Ce sacrifice conscient transforma la défaite militaire en une légende immortelle. Des mots furent gravés plus tard sur leur tombe qui font encore battre les cœurs plus forts. « Voyageurs, va dire aux Spartiates que nous reposons ici, fidèles à leur loi. » Cette défaite posa les fondements de la plus grande victoire de l'histoire européenne. La mort de Léonidas laissa un immense vide au cœur de Sparte, mais l'histoire a horreur du vide. Le héros déchu fut remplacé par un homme dont le nom était destiné à éclipser tous les autres, Pausanias. Neveu de Léonidas et régent de son jeune fils, il commandait la plus grande armée de l'histoire grecque. Et lors de la bataille décisive de Platée,
il se montra digne de cet honneur. Les Perses furent mis en déroute et leur général Mardonius tomba. Pausanias semblait être le nouveau sauveur de la Grèce. À cet instant, il se comporta en véritable Spartiate. Il refusa de profaner le corps d'un ennemi et offrit à ses soldats un banquet ostentatoire afin qu'ils puissent constater le fossé entre le luxe perse et l'austère simplicité de la Laconie. Mais le triomphe lui monta à la tête. L'ombre du grand Léonidas devint trop pesante. Pausanias se lança dans un jeu dangereux, ce que les Grecs appelaient « hybris », une arrogance démesurée. À Delphes, sur la célèbre colonne serpentine, il fit graver son nom comme seul vainqueur des Perses. C'était un acte d'une audace inouïe. Les Spartiates, furieux, effacèrent l'inscription, mais il était trop tard. Les germes de la discorde avaient déjà semé. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles Pausanias portait des vêtements perses et correspondait secrètement avec Xerxès, le suppliant de lui rendre sa fille en échange de sa trahison envers toute la Grèce. Son destin fut plus terrible encore que la mort au combat. Pausanias fut accusé du crime le plus odieux de Sparte, la conspiration avec les Ilotes. On disait qu'il avait promis la liberté aux esclaves pour s'emparer du pouvoir. Fuyant la colère des efforts, il se réfugia dans le temple d'Athéna, espérant y trouver la sainteté. Mais ses compatriotes agirent sans pitié. Ils murèrent toutes les issues. Le héros platée mourut lentement de faim derrière un mur de pierre et ne fut emporté qu'au dernier moment, de peur qu'il ne profane le sanctuaire de sa dépouille. Alors que Sparte était secouée par des intrigues internes et des tremblements de terre dévastateurs, un nouvel ennemi se profilait à l'horizon, Athènes. Pour conserver leur pouvoir au sein de l'Union chancelante, les Spartiates allèrent jusqu'à violer leurs propres lois inflexibles. Ils accordèrent la citoyenneté à un étranger, le devin Tissaménus. Un oracle lui avait prédit 5 grandes victoires, et les Spartiates superstitieux s'accrochèrent à lui comme à leur dernier espoir de salut. Dans un monde où les héros d'hier étaient devenus des traîtres, seule la volonté des dieux semblait un soutien fiable. Mais cela suffirait-il à résister à la guerre imminente? Les 5 victoires prédites par l'oracle devinrent une question de survie pour Sparte. La première fut la légendaire bataille de Platée contre les Perses, mais les véritables épreuves attendaient les Spartiates au sein même de leur cité. Tandis qu'ils jetaient un regard en coin sur la ville d'Athènes en pleine expansion, l'enfer se déchaînait littéralement sous leurs pieds. En 464 avant Jésus-Christ, un séisme monstrueux frappa le Péloponnèse. Les sismologues modernes le confirment, ce fut une catastrophe d'envergure planétaire. Les historiens antiques évoquent 20 000 morts. Non seulement les murailles s'effondrèrent, mais les fondements mêmes du pouvoir spartiate s'écroulèrent. Les Ilotes, une armée d'esclaves de milliers d'hommes, y virent un signe divin. Une révolte massive éclata. Les Messéniens se retranchèrent sur le mont Ithom, le transformant en citadelle, leur imprenable Massada. Les Spartiates étaient horrifiés. Ces guerriers superstitieux croyaient que la colère de Poséidon était provoquée par leur propre sacrilège. Ils avaient jadis arraché les Ilotes à un temple sacré et les avaient massacrés, violant ainsi leur droit à l'asile. À présent, le secoueur de terre se vengeait. La situation était devenue si critique que les Lacédémoniens, d'ordinaire si inflexibles, ravalèrent leur fierté et firent appel à leurs principaux rivaux, Athènes, pour obtenir de l'aide. Les Athéniens envoyèrent 4000 hoplites, mais à leur arrivée, les Spartiates furent saisis de paranoïa. Ils craignaient que l'esprit démocratique athénien ne soit plus contagieux qu'une révolte d'esclaves. Les Athéniens furent congédiés sans ménagement et sans explication. Ce camouflet diplomatique anéantit à jamais tout espoir d'alliance. Athènes, humiliée, offrit refuge aux Ilotes fugitifs et la Grèce commença enfin à pressentir une guerre majeure.
Au cœur de ce chaos se trouvait le roi Archidamos II, un homme qui régna 40 ans et sut mener une politique à long terme. Sa vie fut tissée de paradoxes. Il épousa sa propre tante pour préserver sa fortune et son ami hôte héréditaire n'était autre que Périclès lui-même, le chef d'Athènes, ville hostile. Ces deux plus grands ennemis étaient unis par le lien sacré de l'hospitalité. Archidamos l'avait compris, la vieille Sparte se mourait. Pour compenser les pertes dues au tremblement de terre, il fut contraint de prendre une décision impensable, intégrer des étrangers à l'armée régulière. C'était une violation flagrante de traditions séculaires, mais il n'y avait pas d'autre solution. Sparte survécut aux 5 batailles du prophète Tisaménus, mais ce n'était qu'un prélude à une véritable catastrophe qui allait changer à jamais le visage du monde antique. Deux grands ennemis, Archidame et Périclès, étaient liés par des liens sacrés d'hospitalité, mais leurs cités étaient au bord de la destruction mutuelle. C'était une époque étrange. Les aristocrates spartiates appelaient leurs fils Athéniens, et les Athéniens les appelaient Spartiates. L'élite s'efforçait désespérément de maintenir ce lien, mais la roue de la guerre était déjà enclenchée. En 432 avant Jésus-Christ, le destin du monde antique se jouait à Sparte. Le roi Archidamos, sage et réfléchi, savait que cette bataille serait ardue. Il appela à la diplomatie, mais l'effort sténelé le fit taire. Il frappa le point faible des Spartiates, la peur d'être perçus comme des lâches. À Sparte, le vote se faisait généralement à voix haute, mais ce jour-là, l'effort eut recours à la ruse. Il força la foule à se disperser afin que chacun puisse voir qui était pour la paix et qui était pour la guerre. Qui oserait voter contre la guerre sous le regard attentif de centaines de guerriers? Ainsi débuta la guerre d'Archidamos. Mais tandis que les hommes se préparaient aux campagnes, la véritable force de Sparte se dissimulait dans l'ombre de ses foyers. Le monde grec tout entier murmurait « Les femmes règnent sur Sparte ». Tandis que les Athéniennes étaient confinées entre 4 murs, les Spartiates possédaient des terres, contrôlaient le capital et se comportaient comme si le monde entier leur appartenait. La célèbre Gorgo, à qui l'on demandait pourquoi elle seule commandait à leur mari, rétorqua sèchement « Parce que nous seuls engendrons de vrais hommes ». Le philosophe Aristote croyait sincèrement que c'était précisément ce pouvoir des femmes qui avait détruit Sparte. Il était choqué par tout, des droits de propriété aux rituels de mariage extravagants. Un mariage à Sparte s'apparentait davantage à une opération spéciale. La mariée était enlevée, le crâne rasé, vêtue d'une chemise d'homme et abandonnée dans l'obscurité. Le marié, contraint de vivre dans la caserne, ne la rejoignait que la nuit, en secret. La légende raconte qu'un Spartiate pouvait engendrer plusieurs enfants sans jamais voir le visage de sa femme à la lumière du jour. Tout cela n'avait qu'un seul but, une descendance à toute épreuve. L'État n'avait pas besoin de tendresse, mais de soldats. On en vint même à un point où les maris prêtaient officiellement leurs épouses à d'autres hommes s'ils pouvaient leur donner des enfants plus forts. Tandis que le reste de la Grèce apprenait aux filles à tisser, Sparte les obligeait à courir, à lutter et à lancer le disque. C'était un monde où la force féminine n'était pas un caprice, mais la seule façon de survivre. À Sparte, le statut d'une femme se résumait à un seul objectif, devenir la mère du guerrier idéal. Une jeune fille passait du statut de fiancée à celui de gyune, terme désignant à la fois l'épouse et la femme, mais oubliait les tâches ménagères paisibles. Tandis que les Athéniennes se cachaient derrière leurs métiers à tisser, les Spartiates s'entraînaient physiquement, lançaient le disque et pratiquaient la lutte. Pourquoi? La réponse est pragmatique. On pensait que seule une mère physiquement forte engendrerait une descendance robuste. C'était l'eugénisme d'État à l'état pur. Mais il y avait aussi un aspect social. Ces femmes n'étaient pas des figures passives. Elles possédaient des terres, géraient d'immenses fortunes et exerçaient une influence dont les autres Grecs ne pouvaient même pas rêver.
Cependant, le monde fut véritablement choqué par un autre trait caractéristique des Spartiates, leur piété fanatique, presque effrayante. Ils étaient le peuple le plus superstitieux de leur époque. Les Spartiates renonçaient à une bataille décisive si la phase de la lune leur paraissait défavorable ou annulaient une campagne si les entrailles d'un animal sacrificiel leur semblaient anormales. Mais plus choquant encore était leur façon de gérer la mort de leurs proches. Lorsque Sparte subit une défaite catastrophique à Leuctre, la cité réagit de manière inexplicable aux yeux d'un étranger. Les mères des guerriers tombés au combat descendirent dans la rue, l'air joyeux, voire heureux. Elles étaient fières que leurs fils aient accompli leur devoir. Celles dont les enfants avaient survécu et étaient rentrés chez eux se cachaient dans l'ombre, rongées par la honte. La célèbre admonition, avec bouclier ou sur bouclier, n'était pas qu'une belle formule, elle était le fondement de leur survie. Cet attachement à la tradition leur a parfois nui dans les hautes sphères politiques. Lors de la guerre contre Athènes, les Spartiates ont commis la même erreur stratégique pendant des années. Ils incendiaient les champs ennemis, espérant provoquer la famine. Mais Athènes demeurait invulnérable tant que sa marine contrôlait les approvisionnements en céréales de Crimée et d'Afrique du Nord. Seul Brasidas, un homme qui alliait la fureur d'un hoplite à un don rare pour la persuasion parmi les Spartiates, parvint à renverser le cours de la guerre. Il fut le premier à commander une armée d'un nouveau genre, composée de mercenaires et d'esclaves affranchis. Sa mère, Argilénis, informée de la mort héroïque de son fils, se contenta de déclarer froidement « Brasidas était un homme digne, mais il y en a beaucoup à Sparte qui sont encore meilleurs. » Cette brève réplique résume l'essence même de l'esprit spartiate. La grandeur personnelle ne vaut rien face à la loi. Mais si, pour la mère de Brasidas, sa mort n'était qu'un devoir légal, pour les habitants d'Amphipolis, il devint bien plus. Ils le vénéraient avec un tel fanatisme qu'après sa mort, ils commirent l'impensable. Ils effacèrent l'histoire du véritable fondateur de la cité et firent de Brasidas leur nouveau héros protecteur. Ils lui conférèrent des honneurs divins, effaçant ainsi le souvenir des racines athéniennes de la ville. Il ne s'agissait pas d'un simple geste de respect, mais d'une véritable révolte politique, illustrant avec force l'imbrication étroite de la religion et du pouvoir en Grèce. Cependant, derrière le triomphe de Brasidas se cachait une dangereuse transformation de Sparte. Pour renverser le cours de la guerre, les Spartiates prirent une décision qui semblait auparavant suicidaire. Ils armèrent les Ilotes, leurs esclaves. En promettant la liberté en échange de bravoure sur le champ de bataille, ils créèrent un nouveau type de guerrier. Ces hommes, plus tard appelés Néodamodes, devinrent le salut de Sparte sur le front et un fléau à l'intérieur du pays. Ils n'étaient plus esclaves, mais pas encore citoyens, une véritable masse indigeste au sein de l'État. Sparte trouvait bien plus simple de les maintenir en garnison à l'étranger que de les laisser rentrer chez eux, où leur présence menaçait des fondements séculaires. L'entrée en scène d'Alcibiade, stratège athénien exilé et amant supposé de l'épouse du roi spartiate, donna au conflit l'allure d'une guerre d'usure totale. C'est sur ses conseils que les Spartiates adoptèrent la tactique d'asphyxier constamment Athènes, créant ainsi une position fortifiée à ses pieds. L'épreuve décisive pour cette nouvelle Sparte fut la bataille de Mantinée. Tandis que l'ennemi chargeait en hurlant de fureur, les Spartiates avançaient dans un calme inquiétant au son des flûtes. Il ne s'agissait pas d'un rite religieux, mais d'une démarche purement fonctionnelle. La musique contribuait à maintenir un rythme et une formation parfaits, transformant l'armée en une machine de guerre implacable. Mantinée restaura la réputation d'invincibilité de Sparte, mais l'armée n'était plus la même. D'anciens esclaves combattaient désormais aux côtés de l'élite. Lysandre porta le coup de grâce à ce drame qui dura des décennies. Issu de la caste des Ilotes, il parvint à s'élever au-dessus des rois. Grâce à leurs Perses,
il construisit une flotte qui finit par briser Athènes. Lysandre devint le symbole d'une ère nouvelle, où la volonté et la ruse personnelle commencèrent à primer sur les lois antiques de Lycurgue. Lysandre accomplit ce que les autres Spartiates n'osaient même pas rêver. Tandis que dans sa Sparte natale, il était enchaîné par les lois impitoyables de Lycurgue, hors de ses frontières, il devint un dieu vivant. Sur l'île de Samos, la principale fête religieuse fut rebaptisée en son honneur, et à Delphes, il fit ériger un monument où Poséidon, dieu des mers, le couronne lui-même des lauriers de la victoire. Une telle audace était inouïe dans le monde grec, où la frontière entre mortel et divin était sacrée. Mais tout grand triomphe est inévitablement suivi d'une chute. Lysandre pensait pouvoir tirer les ficelles indéfiniment en plaçant son favori Agésilas sur le trône. Il parvint même à tromper l'oracle qui avait prédit la chute de Sparte sous un règne boiteux. Lysandre persuada le peuple que la claudication d'Agésilas n'était qu'un malheureux handicap physique et que la véritable menace venait de son rival aux origines douteuses. Mais le manipulateur s'était lourdement trompé. Agésilas, qui avait survécu au massacre impitoyable de l'Agogée spartiate, n'avait aucune intention d'être une marionnette docile. Dès qu'il reçut le sceptre, Lysandre se retrouva relégué au second plan de l'histoire. À cette époque, Sparte elle-même était en train de devenir une poudrière. La conspiration de Cynadon révéla une réalité terrifiante. Les Ilotes, esclaves et citoyens appauvris, haïssaient si farouchement l'élite dirigeante qu'ils étaient prêts, selon leurs propres termes, à dévorer les Spartiates. L'ennemi intérieur était devenu plus dangereux que n'importe quelle légion extérieure. Et ainsi, dans ce monde de guerre éternelle et de cruauté masculine, un événement incroyable se produit. Une femme entre en scène. Kinisca, sœur du roi Agésilas, brise tous les stéréotypes ancestraux et devient la première femme de l'histoire à remporter les Jeux olympiques. Et à 2 reprises. Mais même ce triomphe n'était qu'un instrument dans le jeu cynique de son frère. Agésilas a délibérément poussé sa sœur à participer à des courses de chars pour prouver que si une femme pouvait gagner, alors ce sport n'était qu'une question d'argent et non de véritable prouesse masculine. Lysandre lui-même termina sa carrière sans gloire, mourant lors d'une escarmouche fortuite aux pieds d'une cité étrangère. Après sa mort, un fait surprenant fut révélé. L'homme entre les mains duquel étaient passées des montagnes d'or perse mourut dans une misère noire. Les richesses ne l'intéressaient pas. Il ne recherchait que le pouvoir à l'état pur dans sa forme la plus primitive. Mais à Sparte, de telles ambitions avaient toujours un prix exorbitant. Lysandre laissa derrière lui un héritage dangereux, une soif de pouvoir à l'état pur. Le roi Agésilas, relevant ce défi, décida d'aller encore plus loin. Pour prouver que les triomphes olympiques n'étaient qu'une question d'argent et non de prouesse masculine, il persuada sa sœur Cynisque de participer aux courses avec son propre char. Le plan fonctionna, mais se retourna contre lui. Cynisque devint la première héroïne à posséder son propre sanctuaire à Sparte, et l'autorité du roi fut ébranlée. Alors qu'il s'efforçait de réduire l'influence des femmes, celles-ci gouvernaient déjà de facto l'État. Mais la véritable menace ne venait pas de l'intérieur, mais de l'Est. Des fleuves d'or perse affluaient à Sparte. Un oracle antique avait prédit « L'amour de l'argent détruirait cette cité ». Et il ne s'était pas trompé. Les lois sévères de Lycurgue s'effondrèrent sous le joug du luxe. Tandis qu'Agésilas tentait en vain de faire la guerre à la Perse, hésitant à porter un coup décisif, le diplomate Antalcidas conclut l'affaire du siècle. Il vendit littéralement les cités grecques d'Asie au grand roi Artaxerxès en échange du droit de Sparte de dicter sa loi en Grèce même. Ce fut la paix du roi, une ère d'hypocrisie suprême. Sous couvert de liberté universelle, Sparte entreprit de dissoudre violemment toutes les alliances et d'installer ses propres protégés.
La situation frôla la folie, lorsque le général Sphódrias tenta audacieusement de s'emparer du port athénien. Il fut acquitté uniquement parce que le fils du roi était amoureux de son propre fils. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Thèbes, qu'Agésilas avait entraîné à la guerre pendant des années grâce à ses interminables campagnes, riposta enfin. À la bataille de Leuctre, le général thébain Épaminondas employa des tactiques auxquelles les Spartiates n'étaient pas préparés. Sa bande sacrée, forte de 300 guerriers d'élite, porta un coup dévastateur à l'aile droite. Le résultat fut effroyable. Sur les 700 citoyens de Sparte, 400 périrent sur le champ. C'était la fin. Le manque d'effectifs, cette même oliganthropie, avait anéanti la grande puissance. Agésilas fut contraint de promulguer un décret abolissant les châtiments pour la lâcheté. Sans cela, Sparte n'aurait tout simplement plus personne pour la défendre. Le grand mythe de l'invincibilité s'effondra et le déclin de Sparte devint irréversible. Après la chute de Leuctre, qui brisa le mythe de l'invincibilité, Sparte dut affronter une épreuve bien plus terrible. En 370 avant Jésus-Christ, le stratège thébain Épaminondas mena une armée de 40 000 hommes jusqu'aux portes de la ville. Les Spartiates, qui n'avaient pas vu de tirs ennemis depuis des siècles, suffoquaient à présent sous la fumée de leurs propres greniers en flammes. Même les femmes sécospartiates, d'ordinaire si austères, étaient sidérées par le spectacle des rangs interminables d'ennemis qui se dressaient sous leurs yeux. Mais Épaminondas n'était pas venu pour prendre la ville d'assaut. Il avait décidé de détruire les fondements mêmes de la puissance spartiate. Il affranchit les îlotes de Messénie. Sur le site de siècles d'esclavage s'éleva la nouvelle Mécène, une puissante forteresse devenue symbole de honte éternelle pour ses anciens maîtres. Les esclaves d'hier contemplaient désormais les Spartiates du haut de remparts imprenables. De plus, Mégalopolis émergea, coupant littéralement Sparte du reste de la Grèce. C'était un nœud coulant stratégique qui se resserrait lentement autour du cou de l'empire déclinant. Les Spartiates tentèrent de riposter. Le roi Archidamos III remporta même la bataille dite des larmes où aucun de ses guerriers ne périt, mais ce n'était qu'une illusion de force. Lorsqu'Archidamos vit pour la première fois une flèche tirée par la nouvelle catapulte sicilienne, il s'écria avec horreur « Par Héraclès, c'est la fin de la bravoure !» La guerre avait changé, la technologie primait sur la force brute, et Sparte, conservatrice, était irrémédiablement engluée dans le passé. Bientôt, une nouvelle ombre se profila à l'horizon, la Macédoine. Philippe II et son fils, Alexandre le Grand, non seulement vainquirent Sparte, mais la foulèrent aux pieds avec mépris. Alexandre envoya à Athènes des centaines d'armures, trophées de guerre, accompagnés de cette inscription venimeuse, un cadeau d'Alexandre et de tous les Grecs, à l'exception des Spartiates. Ce fut une humiliation publique aux yeux du monde entier. Plus tard, il qualifia même les tentatives de rébellion des Spartiates de guerre de souris. Les rois jadis glorieux n'étaient plus que de simples mercenaires. Archidamos mourut quelque part en Italie, combattant pour l'argent d'autrui, pas le reflet de ses ancêtres. Arès Ier tenta une ultime fois de redresser la situation. Il abandonna les préceptes de Lycurgue, fit frapper des pièces d'argent à son effigie et mena une vie de monarque oriental fastueux. Mais le faste doré ne pouvait masquer la dure réalité. Le temps des héros spartiates était révolu. La gloire des Lacédémoniens s'était consumée, ne laissant derrière elle que des épitaphes amères et les ruines des victoires d'autrui. Ainsi s'évanouit la gloire terrestre. Sparte fonçait droit dans le vide. Lorsque le roi Arès Ier comprit que sa puissance passée s'était évaporée, il prit une mesure désespérée. Il enrôla massivement des mercenaires dans son armée. La situation devint si critique qu'en 272 avant. Jésus-Christ, lorsque le légendaire Pyrrhus approcha des remparts de la ville, même des femmes rejoignirent les défenseurs. Les aristocrates spartiates, échangeant luxe et armes,
contribuèrent à la défense de la cité, mais ce ne fut qu'un répit temporaire. Arès lui-même mourut bientôt au combat près de Corinthe, laissant derrière lui un État à l'agonie. Imaginez l'ampleur de la catastrophe. De la grande armée lacédémonienne, il ne restait que 700 citoyens à part entière, et une centaine d'entre eux seulement possédaient l'ensemble des terres. À ce moment, les deux derniers titans, Agis IV et Cléomène III, firent leur apparition sur la scène politique. Ils n'étaient pas seulement des rois, mais des révolutionnaires radicaux. Agis tenta de raviver l'esprit de Lycurgue par une annulation massive des dettes. Il brûla publiquement des reconnaissances de dettes sur la place publique, espérant ainsi faire renaître la caste des égaux. Mais l'élite spartiate n'avait aucune intention de se séparer de ses richesses. Agis fut trahi et brutalement assassiné par ses propres compatriotes. Son successeur Cléomène agit avec bien plus de détermination. Il ne se contenta pas de parler de réformes, il les imposa par la force, éliminant les efforts et s'emparant du pouvoir absolu. Cléomène affranchit 6000 ilotes et rétablit le légendaire système éducatif de l'agogée. Un instant, Sparte sembla sur le point d'entrer dans un nouvel âge d'or, mais la phalange macédonienne, lors de la bataille de Sélasie, brisa ses illusions. Cléomène s'enfuit et finit ses jours en exil. L'acte final de la tragédie fut joué par Nabis. Il rompit définitivement avec le passé, érigeant autour de Sparte le mur de pierre même que ses ancêtres avaient méprisé comme un signe de lâcheté. Mais les murs ne le sauvèrent pas du poignard du mercenaire. Après sa mort vint l'humiliation la plus amère. La Sparte, jadis formidable, fut enrôlée de force dans la Ligue achéenne, son mode de vie unique bafoué. La ville devint un musée à ciel ouvert, une sorte de parc d'attractions pour touristes romains. Les grands guerriers devinrent des objets de curiosité pour les riches romains, venus admirer leurs rituels exotiques et leurs coiffures rustiques, comme s'il s'agissait d'animaux étranges en cage. Ainsi, la grande histoire se mua finalement en un triste spectacle. Sparte devint un simple décor. Après l'effondrement de la Ligue achéenne, la ville tomba finalement sous domination romaine. Les remparts furent reconstruits, les anciens rites de l'agogée restaurés, mais ce n'était qu'une pâle imitation de sa gloire passée. Les riches romains, comme le jeune Cicéron, venaient s'y recueillir comme dans une réserve naturelle pour contempler les vrais Spartiates, qui ressemblaient désormais à des acteurs d'un théâtre historique. La ville fit même construire un hôtel de luxe pour les dignitaires de Romains. Les guerriers, autrefois si austères, devinrent le personnel de service de l'Empire, et leur mode de vie si particulier se transforma en un souvenir précieux. Cette nouvelle réalité vit l'émergence d'un nouveau chef, Gaius Julius Euryclès. Son nom seul le trahit, un Spartiate doté d'un passeport romain. Il devint un monarque de facto à la solde de Rome. Euryclès fit construire des théâtres et des aqueducs, s'attira les faveurs de l'empereur Auguste et l'invita même à dîner. Mais dès qu'il tenta d'affirmer son indépendance et d'étendre son influence, Rome le destitua et l'exila. Sparte, figée dans le temps, se transforma en un musée à ciel ouvert. Mais pourquoi le monde se souvient-il encore de cette cité si sa fin fut si tragique? Tout repose sur un homme dont le nom est devenu synonyme de courage sans égal, Léonidas. Étonnamment, de son vivant, il n'avait rien d'une légende. Roi ordinaire, troisième fils d'une famille, il était né dans des circonstances plutôt scandaleuses. Son père était bigame, ce qui était considéré comme non conventionnel à Sparte. Léonidas monta sur le trône seulement après la mort mystérieuse de son frère aîné, et beaucoup le regardèrent avec méfiance. Mais les Thermopyles effacèrent tout son passé trouble. 300 guerriers, chacun avec des fils à la maison, marchèrent vers une gorge étroite pour y mourir. Les paroles laconiques de Léonidas glacent encore le sang. Lorsque Xerxès exigea qu'ils rendent leurs armes, il lança cette phrase restée célèbre : « Venez les prendre ». Et avant la bataille finale, il encouragea ses hommes : «
prenez un bon petit déjeuner, car nous dînerons aux enfers. Après la bataille, les Perses mutilèrent son corps, mais ils ne purent briser son esprit. 40 ans plus tard, sa dépouille fut rapatriée et Léonidas fut élevé au rang de demi-dieu. Tandis que Rome faisait de Sparte une attraction touristique, la légende de Léonidas continuait de fasciner, prouvant que la véritable gloire ne naît pas des palais dorés, mais de la volonté de tenir bon jusqu'au bout, quand tout espoir semble perdu. Léonidas vit aussi longtemps que le souvenir de son dernier petit déjeuner perdure. « Pourquoi peindre les vaincus ?» demanda Napoléon Bonaparte devant l'immense toile de Jacques-Louis David. Léonidas aux Thermopyles. L'empereur ne comprenait pas pourquoi le grand artiste avait passé des années à dépeindre l'issue d'une bataille où tous les Grecs avaient péri. Mais Napoléon se trompait. Au début du XIXe siècle, l'Europe était plongée dans un véritable siècle de Léonidas. Dans le tableau de David, le roi de Sparte se dresse, figé au cœur du chaos. Héroïquement nu, calme et d'une majesté terrifiante, son épée est au fourreau et son regard se perd dans l'éternité. L'artiste a délibérément mis l'accent sur l'athlétisme et la sensualité provocante des guerriers, transformant une tragédie historique en un hymne à la puissance masculine. Pour David, ce fut le chef-d'œuvre de sa vie. Les visiteurs du Louvre n'y virent pas la défaite, mais le triomphe d'un esprit qui transcende toute couronne. Cette flamme fut ravivée par Lord Byron. Ses poèmes résonnèrent à travers l'Europe, appelant les fils de la Grèce à se réveiller de leur long sommeil et à se souvenir de leur roi. Léonidas devint un symbole qui, des millénaires plus tard, inspira de véritables rébellions. Aujourd'hui encore, son image est exploitée par Hollywood et ses statues se dressent partout dans le monde, des ruines de la Grèce antique à l'État américain du Wisconsin. Curieusement, le célèbre monument de la Sparte moderne ne représente pas Léonidas, mais le torse d'un dieu ou d'un héros inconnu, créé avant sa naissance. La légende, quant à elle, demeure incontestablement fondée sur des preuves archéologiques. Cependant, derrière cette façade brillante se cachait une réalité plus sombre. Pour former de tels guerriers, Sparte transformait la vie elle-même en une chasse sans fin, et les proies n'étaient pas toujours des animaux sauvages. Contrairement à Athènes, où la chasse était un passe-temps pour les aristocrates, pour les Spartiates, c'était un entraînement militaire d'une importance capitale. Il existait une chasse systématique aux ilotes. Elle faisait partie intégrante de l'appareil d'État. Les jeunes guerriers étaient officiellement autorisés à traquer et à tuer les esclaves, afin de maintenir la terreur et la discipline. Chasse et guerre étaient indissociables. La légende de Léonidas perdurera tant que le souvenir de ses exploits héroïques perdurera. Mais derrière chacun de ces actes se cachait un système impitoyable où le sang et l'acier valaient plus que l'or. Le mythe spartiate continue de fasciner, prouvant que la véritable gloire naît de la persévérance jusqu'au bout, même lorsque tout espoir semble perdu. Sparte était bien plus que de simples boucliers d'or et des manteaux rouges. Derrière le faste de la gloire militaire se cachait un système de terreur d'État parfaitement huilé. L'élément le plus horrible du système éducatif était la cryptia, la chasse humaine officielle. Les jeunes Spartiates, soumis à une épreuve de maturité, traquaient et tuaient les ilotes, leurs propres esclaves. Il ne s'agissait pas d'une violence gratuite, c'était un rouage de la machine d'État, conçu pour maintenir la discipline par le sang. Aristote affirmait sans ambages que le système spartiate était défaillant. Il ne cultivait qu'une seule vertu, la rage, transformant les hommes en loups. Ce n'est pas un hasard si leur protecteur était Apollon Lycée, le dieu loup, nom également porté par le légendaire Lycurgue. Mais c'est précisément cette volonté de tuer et de mourir qui fit de Sparte un rempart pour tout le monde occidental. Lorsque le roi perse Xerxès mena ses hordes innombrables en Europe, les Thermopyles se dressèrent sur son chemin. Aujourd'hui, le lieu est à peine reconnaissable. Les tremblements de terre et les sédiments fluviaux
ont fait reculer la mer de 5 kilomètres. Et là où résonnaient jadis les fers, les camions vrombissent désormais sur l'autoroute. Mais en août 480 avant Jésus-Christ, le destin de la civilisation s'est joué ici. Une gorge étroite d'à peine 30 mètres de large devint le lieu où la liberté fut acquise au prix d'un suicide volontaire. Il ne s'agissait pas seulement d'une bataille territoriale, mais d'un affrontement direct entre deux mondes. D'un côté, le despotisme oriental où chacun était l'esclave du roi, de l'autre, les cités grecques qui, pour la première fois, comprenaient la valeur de la liberté individuelle. Xerxès ne comprenait véritablement pas pourquoi une poignée de guerriers, face à une mort imminente, se peignaient calmement les cheveux. Il y voyait de la folie, tandis que les Spartiates y voyaient une préparation rituelle à une belle mort. La gloire de Léonidas perdure car, à cet instant précis, l'histoire était en jeu, la démocratie naissante et le droit fondamental de ne pas être possédé. Sur la colline où les Spartiates tinrent leur ultime ligne de défense, une modeste pierre se dresse encore. Des mots y sont gravés qui invitent à la réflexion. « Voyageurs, va dire aux Spartiates que nous sommes tombés ici, soumis à leurs lois. » Cette phrase résume tout le paradoxe de leur culture, la liberté par le sacrifice, la grandeur par la cruauté et une mémoire plus forte que la pierre. L'histoire des Thermopyles le prouve. La véritable gloire naît de la persévérance jusqu'au bout, même quand tout espoir semble perdu. On a souvent tendance à percevoir l'empire perse comme un simple despotisme oriental brutal, mais la réalité était bien plus complexe et paradoxale. Saviez-vous que des milliers de Grecs vivaient de leur plein gré au cœur de l'Iran? Tandis que certains croupissaient en exil sur les rives du golfe Persique, d'autres, artistes, artisans et mercenaires, prospéraient au service du grand roi. Les communautés grecques s'étendaient du Bosphore à Chypre, et tant qu'ils payaient leurs impôts, personne ne les importunait. De plus, nombre de Grecs faisaient partie du cercle restreint de Xerxès à Suse et à Persépolis, participant aux décisions les plus importantes de l'Empire. Le fait le plus surprenant, souvent négligé, est que lors de la grande croisade de 480 avant Jésus-Christ, bien plus de Grecs ont combattu aux côtés des Perses que contre eux. Dans ce contexte, la poignée de ceux qui ont osé résister paraît d'autant plus incroyable. Au cœur de cette lutte se dressait Sparte, une société si singulière qu'elle continue de fasciner le monde. Mais quel était leur secret? Pourquoi sont-ils devenus un symbole de liberté, alors même qu'ils vivaient sous le joug des lois les plus dures? La réponse réside dans leur conception du devoir, plus inébranlable que n'importe quelle pierre. Pour comprendre les Spartiates, il faut reconnaître une vérité dérangeante. La guerre était au cœur de la civilisation grecque. Nous admirons leur culture, mais nous oublions que le majestueux Parthénon fut bâti sur le butin de guerre et que les plus grands chefs-d'œuvre littéraires, des poèmes d'Homère au drame d'Échille, sont nés du sang et des cendres. Pour les Grecs, la guerre n'était pas seulement une tragédie, mais aussi un moyen de forger sa véritable identité. Les anciens croyaient que le véritable courage, l'andreia, ne se manifestait que dans les combats. Le mot lui-même signifiait littéralement « être un homme ». La guerre était le seul critère de citoyenneté. Si l'on n'était pas guerrier, on n'avait pas voix au chapitre. À Sparte, comme à Athènes, les assemblées populaires décidaient non pas des petites affaires du quotidien, mais du destin de la civilisation. Pour elles, un monde sans guerre était presque inconcevable. Aujourd'hui, la guerre est pour nous une horreur à fuir. Mais pour ceux qui formaient là la phalange aux Thermopyles, elle fut une maîtresse impitoyable qui forgea l'essence même du monde occidental. Il ne s'agissait pas simplement d'une bataille pour un territoire, mais d'un combat pour le droit de façonner l'avenir. Et lorsque tout espoir semblait perdu, c'est leur fidélité à leurs lois qui transforma la défaite des Spartiates en leur plus grande victoire, dont l'écho résonne encore à travers les âges. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs ignoraient tout de la paix.
Songez au rythme de la vie à Athènes. 3 années sur 4 étaient marquées par la guerre. 10 ans sans combat? À leurs yeux, c'était une chimère. Même lors de brèves périodes d'accalmie, les luttes politiques dégénéraient en chasse aux sorcières. Les généraux étaient jugés pour la moindre erreur et les rois spartiates vivaient sous le joug constant de la suspicion. Tandis que les cités-États rivalisaient pour la suprématie, un monstre sans précédent surgit à l'Est. L'empire perse achéménide dévorait les terres à un rythme alarmant. Des sables d'Égypte au sommet enneigé d'Afghanistan, tout était soumis à la volonté du grand roi. Lorsque Darius Ier tenta de contenir l'audace des Grecs, il subit une humiliation cuisante à Marathon. Ce n'était pas seulement une perte territoriale, c'était un affront personnel que seul le sang pouvait laver. Son fils Xerxès ourdit sa vengeance pendant des années, amassant une armada capable d'anéantir la Grèce. Le plus frappant est que les Grecs étaient alors plus désunis que jamais. Leur conception de la culture ne laissait aucune place à l'unité politique ni aux alliances. Lorsque l'invasion perse déferla sur l'Europe, la plupart des cités choisirent de capituler, espérant la clémence de l'envahisseur. Mais une poignée d'âmes courageuses, menées par Sparte et Athènes, décidèrent que la mort était préférable à l'esclavage. Pourquoi si peu de combattants à l'heure décisive des Thermopyles? Officiellement, c'étaient les jours saints, mais derrière cette façade se cachait une peur glaciale et paralysante. Les Grecs l'avaient longtemps compris, l'ennemi était trop nombreux. Léonidas affronta la mort avec seulement 300 guerriers, et ce geste changea le cours de l'histoire. C'est là que réside le paradoxe fondamental. Les Spartiates sont morts pour l'idéal de liberté, alors même qu'ils avaient bâti leur prospérité sur l'oppression totale des Ilotes. Sans ce système brutal, ils ne seraient jamais devenus ces soldats d'exception dont l'écho résonne encore à travers les siècles. Et si Xerxès avait triomphé, notre civilisation n'aurait tout simplement jamais vu le jour tel que nous la connaissons. Nous n'aurions connu ni la démocratie, ni la philosophie, ni la liberté d'opinion. Ce jour-là, dans un étroit col de montagne, ce n'est pas seulement le tracé des frontières qui s'est joué, mais le droit même du monde occidental à exister. Ce jour-là, dans un étroit col de montagne, ce n'est pas seulement le tracé des frontières qui fut décidé, mais aussi le droit même du monde occidental à exister. Tandis que Cyrus le Grand gagnait le cœur de ses sujets, son successeur, Cambyse, forgeait un empire par l'épée et la terreur. Les Grecs le considéraient comme un fou qui avait tué le taureau sacré Apis, mais c'est bien Cambyse qui annexa l'Égypte et bâtit une puissante marine. Il fut remplacé par Darius, génie de la logistique. Il relia littéralement l'Asie et l'Europe par un pont de bateaux enjambant le Bosphore. Les Scythes considérèrent sa campagne comme un échec, mais Darius accomplit l'essentiel. Les frontières de l'Empire s'étendaient jusqu'en Grèce. À cette époque, le riche roi Crésus commit une erreur fatale. L'oracle de Delphes avait prédit « Traverse le fleuve et tu anéantiras une grande puissance ». Crésus traversa et détruisit son propre royaume. Il espérait l'aide de Sparte, alors considérée comme invincible. Les Spartiates venaient de prouver leur supériorité lors de la légendaire bataille des 300 contre Argos. Leur devise était simple. Pour Sparte, ce n'est pas la mort, mais la fuite de la mort. Lorsque Cyrus entendit parler des Spartiates pour la première fois, il se contenta de ricaner. Il ne comprenait pas comment on pouvait craindre des gens qui se rassemblaient au centre de la ville pour se mentir les uns aux autres sur les marchés. Le grand roi ignorait jusqu'à leur nom. Mais c'est précisément cette arrogance qui allait marquer le début de la fin. Tandis que les Perses bâtissaient de somptueux palais à Suse et à Persépolis, attirant des artisans du monde entier, des sculpteurs indiens aux architectes grecs, quelque chose de dangereux prenait naissance à Athènes même. Ayant renversé la tyrannie, les Athéniens créèrent la première démocratie du monde. L'Empire perse était devenu une machine parfaitement huilée. Darius le divisa en satrapies, instaura une monnaie unique,
le Darik d'or, et imposa un tribut au monde entier. Dans ses palais, le cèdre du Liban côtoyait l'or de Bactriane et l'argent d'Égypte. C'était la première superpuissance mondiale où tout, de la religion à l'économie, était soumis à la volonté d'un seul homme. Mais de sombres nuages s'amoncelaient, déjà à l'horizon. La liberté grecque et le despotisme perse s'enfonçaient dans une spirale infernale qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. Pour les Grecs, la Perse était un monde à l'envers. Les nobles femmes perses festoyaient aux côtés des hommes, tandis que le roi entraînait toute sa famille dans des campagnes militaires sanglantes. De la sauvagerie? Pour un Grec, assurément. Mais cet empire étrange fonctionnait comme une horloge. Darius extorquait le maximum à ses sujets. Les Grecs payaient en argent pur, les Égyptiens avec une part du poisson pêché dans le lac Moéris, et les Indiens rapportaient chaque année des tonnes de poussière d'or. L'impôt total était astronomique, plus de 14 500 talents d'argent au poids. Cependant, derrière les paillettes de l'or se cachait une face sombre, trafic d'êtres humains, vastes harèmes et garçons castrés, réduits en esclavage au service du palais. Même le devoir sacré de la guerre était devenu un commerce cynique. Par le biais de la banque familiale Murachou, les riches babyloniens achetaient tout simplement le droit de ne pas combattre, se faisant remplacer par des hommes de main. Ce n'est pas sans raison que les Grecs qualifiaient Darius, non pas de grand guerrier, mais de marchand. Et pourtant, ce marchand a créé une logistique en avance sur son temps. La fameuse route royale permettait à un seul messager de parcourir 2500 km en une semaine seulement. Là où une immense armée aurait dû ramper pendant 3 mois, l'information circulait à une vitesse fulgurante. Darius ne se contentait pas de régner, il portait la vérité sacrée. Sur le rocher de Béhistin, à 60 mètres de hauteur, il fit graver un manifeste monumental. Son pouvoir lui venait d'en haut, et toute rébellion était l'incarnation du mensonge. Lorsque les Grecs d'Ionie se révoltèrent, Darius y vit non seulement une rébellion, mais aussi une insulte personnelle. Athènes avait commis une erreur fatale en apportant son soutien aux rebelles. Ces derniers croyaient en leur nouvelle démocratie et en leur liberté civile, mais pour le souverain perse, il n'était qu'une cible de plus pour une expédition punitive. Le jugement dernier arriva en 490 avant Jésus-Christ. Une immense flotte phénicienne, telle une meute de prédateurs, traversa la mer Égée. La ville d'Érétrie fut rasée et ses habitants réduits en esclavage. Les navires perses jetèrent l'ancre dans la baie de Marathon. Darius était certain que toute la Grèce tomberait bientôt à ses pieds. Le sort du monde occidental était en jeu, et les Athéniens devaient choisir, se soumettre à la puissance du roi des rois ou accepter une bataille qui changerait à jamais le cours de l'histoire. Les Athéniens comprirent qu'ils ne pouvaient pas rester seuls. Ils envoyèrent aussitôt leur meilleur coureur, Philippe, à Sparte. Cet homme accomplit l'impossible. Il parcourut 250 km à travers les montagnes en moins de 2 jours. Mais la réaction des Spartiates fut déconcertante. Ils accepteraient de les aider, mais seulement à la pleine lune. Les rites religieux prirent le pas sur la guerre. Finalement, à Marathon, les Athéniens se retrouvèrent seuls face à une immense armée d'invasion. La victoire grecque demeure un paradoxe historique. Tandis que la cavalerie perse restait inactive pour des raisons obscures, les hoplites lourds, sous le commandement du brillant Miltiade, écrasèrent littéralement l'ennemi. Le nombre de victimes est effarant, 192 Grecs contre 6500 Perses. Darius mourut sans avoir pu effacer cette honte, mais son fils Xerxès fit de la conquête de la Grèce l'œuvre de sa vie. Le monde grec de cette époque n'était pas un État unifié. C'était un véritable bouillonnement de centaines de cités-États qui parfois se haïssaient davantage encore que les envahisseurs étrangers. Des voisins pouvaient s'allier aux Perses par simple vengeance contre leurs rivaux. Seuls des dieux communs, la langue et les liens du sang
les unissait. Même les Spartiates étaient les seuls professionnels parmi les amateurs, car la loi leur interdisait toute activité autre que la guerre. Pour maintenir sous contrôle l'immense masse des Ilotes, ils créèrent le système éducatif le plus cruel de l'histoire. Dès l'âge de 7 ans, les garçons étaient conduits dans des casernes, affamés et torturés, jusqu'à ce qu'ils deviennent totalement silencieux. Une légende raconte l'histoire d'un jeune homme qui cacha un renard volé sous sa tunique. Il resta immobile et silencieux, tandis que la bête lui arrachait les entrailles, de peur qu'il ne se trahisse par un cri. C'est précisément cette force d'âme et cette discipline extrême qui firent des Spartiates une élite devant laquelle le monde antique tremblait. Tandis que les garçons mouraient d'hémorragie dans les casernes, les filles spartiates grandissaient dans des conditions radicalement différentes. Mais qu'on ne s'y trompe pas, elles se n'étaient pas formées pour être de dociles ménagères. Alors que le reste de la Grèce apprenait à ses filles à laver et à coudre, Sparte confiait ses tâches à ses Ilotes. Une femme libre n'était tenue d'apprendre qu'une seule chose, les valeurs de l'État priment sur tout. Même la maternité était ici secondaire. Les enfants étaient gardés par des nourrices et les mères étaient censées inspirer les hommes à des actes héroïques. Les étrangers les méprisaient pour leur richesse et leurs terres, les traitant de lâches. Mais lorsque vint le moment des véritables épreuves, ce furent les femmes spartiates qui firent preuve d'une force d'âme que les héros auraient enviée. Mais derrière les murs, un jeu bien plus vaste se jouait. Pour contenir des milliers d'esclaves, les Spartiates s'entourèrent d'un cercle d'alliés. Il ne s'agissait pas d'amitié, mais d'une froide stratégie de survie. Sparte renversa les tyrans à travers la Grèce, se forgeant une image de libérateur, alors qu'en réalité, elle ne faisait qu'installer ses propres marionnettes. Lorsque le roi Cléomène tenta d'imposer son pouvoir à Athènes, il commit une erreur d'appréciation. Il fut empêché d'accéder à l'acropole et chassé en disgrâce. C'est alors que naquit ce que nous connaissons sous le nom de Ligue du Péloponnèse, un système où même la puissante Sparte fut contrainte de s'incliner devant l'avis de ses alliés et de leur accorder un droit de veto. Cependant, le véritable secret de leur force résidait dans leur rapport à la mort. Pour un Spartiate, la mort n'était pas une fin, mais une voisine. Ils enterraient leurs proches au cœur même de la ville, parmi les maisons, afin de s'habituer à l'idée de l'inévitable. Mais le droit d'avoir un nom gravé sur une pierre tombale se méritait. Seuls 2 types de personnes bénéficiaient de cet honneur, les guerriers morts au combat et les femmes décédées en couches. C'était considéré comme le devoir suprême envers la cité. Le processus de sélection commençait littéralement dans les langes. Les nouveau-nés étaient baignés dans du vin pur. On croyait que les plus faibles n'y survivraient pas. Si les anciens décelaient une faiblesse, l'enfant était tout simplement jeté dans un ravin. Cruel, oui, mais c'est ainsi que se forgeait l'élite. Après la défaite cuisante de Leuctrès, la ville sombra dans une étrange torpeur. Les mères des morts arpentaient les rues, le visage rayonnant, tandis que celles dont les fils avaient survécu se cachaient, rongées par la honte. Mais même au sein de cette société de guerriers idéaux, les intrigues sordides n'étaient pas sans limite. Le roi Cléomène, désireux d'éliminer son rival Démarate, n'hésita pas à commettre un sacrilège. Il corrompit les prêtresses de Delphes afin que l'oracle prononce la prophétie qu'il souhaitait. La religion, qui avait été une loi absolue pour les Spartiates, devint soudain un instrument entre les mains d'un politicien rusé. Le plan de Cléomène fonctionna à merveille. Démarate fut officiellement déclaré illégitime et déchu de son pouvoir. Mais à Sparte, de tels péchés ont toujours un prix. Lorsque la vérité sur la corruption de l'oracle de Delphes fut révélée, Cléomène ne perdit pas seulement sa réputation, il perdit la raison. Il fut mis au pilori, mais même dans sa folie, il demeurait dangereux. Il parvint à convaincre un garde de lui donner un couteau et commit un massacre sanglant, se démembrant littéralement.
nombreux furent ceux qui, à Lacédémone, murmurèrent alors « Ses plus proches parents l'avaient-ils aidé à mourir au bon moment ?» Après tout, un roi fou vivant était devenu un fardeau trop lourd pour l'État. La mort de Cléomène ouvrit la voie à son jeune frère, Léonidas, celui-là même dont le nom allait bientôt résonner à travers le monde. Mais tandis que Sparte s'enlisait dans les intrigues, un véritable cauchemar se réveillait en Orient. Xerxès, le nouveau souverain de Perse, était assoiffé de vengeance pour l'humiliation de son père à Marathon. Ses conseillers brossaient un tableau séduisant, la Grèce, un jardin luxuriant, n'attendant que son maître. Ils affirmaient que les dieux abhorraient toute grandeur excessive et qu'ils écraseraient sans aucun doute les orgueilleux. Xerxès nourrissait des doutes et faisait des rêves prophétiques troublants, mais finalement, sa soif de pouvoir l'emporta sur la prudence. Les préparatifs de l'invasion furent méticuleux. Xerxès était résolu non seulement à vaincre les Grecs, mais aussi à soumettre la nature elle-même. Des milliers d'ouvriers passèrent des années à creuser un canal à travers le mont Athos pour empêcher la flotte de s'échouer contre les rochers, et ils construisirent un pont gigantesque de navires amarrés au-dessus de l'Hellespont déchaîné. Pendant ce temps, la terreur religieuse régnait à Sparte. On croyait que l'invasion imminente était un châtiment divin pour le meurtre des ambassadeurs perses. Pour se purifier de leur souillure, 2 nobles spartiates se rendirent volontairement auprès de Xerxès pour affronter une mort certaine. Lorsqu'à Suse, on leur demanda de s'incliner et de se prosterner devant le roi, ils refusèrent catégoriquement. Les Spartiates ne s'inclinent que devant les dieux, non devant les mortels, déclarèrent-ils. Xerxès se contenta de rire avec arrogance. Il ne se doutait pas encore que cet orgueil deviendrait sa malédiction. Pendant ce temps, à Athènes, un homme avait déjà entrevu l'avenir. Thémistocle avait compris que les prières et l'héroïsme ne suffiraient pas. Lorsqu'un riche filon d'argent fut découvert dans les mines athéniennes, les citoyens souhaitaient simplement se partager l'argent. Mais Thémistocle accomplit l'impossible. Il convainquit le peuple d'investir jusqu'à la dernière pièce dans la construction d'une flotte. Ce pari audacieux changea le cours de l'histoire. Tandis que Xerxès rassemblait ses millions d'hommes, les Grecs préparaient un piège dont nul ne pourrait s'échapper. Athènes était au seuil d'une richesse fabuleuse. Un immense filon d'argent avait été découvert dans les mines du Laurium. Chaque citoyen pensait déjà à dépenser sa part, mais Thémistocle l'avait compris. S'il distribuait l'argent maintenant, personne ne le dépenserait demain. Il accomplit l'impossible. Il convainquit la foule avide d'investir jusqu'à la dernière pièce dans la construction d'une flotte. Pour atteindre son but, il ne brandit pas la menace de la lointaine Perse. Il joua sur la vieille haine que les Athéniens nourrissaient envers leurs voisins de l'île d'Égine. Ce fut une ruse brillante. Tandis que les Athéniens construisaient des trirèmes ruminant une vengeance mesquine, Thémistocle préparait des armes contre le plus grand empire du monde. Mais les navires ne suffisaient pas. La Grèce avait besoin d'unité, ce qui paraissait presque impossible à l'époque. En 481 avant Jésus-Christ, des délégués se réunirent sur l'isthme, dans le sanctuaire de Poséidon. Le lieu fut choisi délibérément. À égale distance des autres cités-États, il symbolisait une puissance navale partagée. Ainsi naquit une coalition, simplement appelée les Grecs. Les Spartiates étaient reconnus comme chefs, leur prouesse martiale étant légendaire. Mais derrière l'éclat de leurs boucliers se cachait une appréhension. Ces guerriers intrépides seraient-ils prêts à verser le sang au-delà de leurs frontières? Pendant ce temps, Xerxès avait déjà mis en branle sa machine de mort. Pendant 7 jours et 7 nuits, son armée traversa l'Hellespont sur un gigantesque pont de navires. Ceux qui s'attardaient étaient pressés d'avancer à coups de fouet. Pour les Grecs, c'était un signe certain d'esclavage. À Doriscos, le roi organisa une grande revue des troupes. Les historiens débattent encore des effectifs, mais l'ampleur était stupéfiante.
il ne s'agissait pas simplement d'une armée, mais d'une foule hétéroclite de peuples vêtus d'armures de fer et de tuniques aux couleurs éclatantes. Ce qui choqua le plus les Grecs, ce fut l'apparence de l'ennemi. Les Perses se présentèrent au combat coiffés de bonnets souples semblables à des diadèmes, chaussés de boucliers d'osier et vêtus de pantalons. Pour un Grec revêtu de bronze massif, le pantalon était un symbole de barbarie et d'efféminement. Mais derrière cette apparence étrange se cachaient des milliers d'archers et de cavaliers d'élite. Xerxès était persuadé que ces millions d'hommes écraseraient sans difficulté une poignée de cités rebelles. Il ignorait encore que Thémistocle lui avait déjà tendu un piège et que les Spartiates n'attendaient que le moment opportun pour démontrer la valeur de la véritable liberté face à l'or et au fouet. Pour le Grec austère, revêtu de lourds atours de bronze, la vue de l'ennemi n'évoquait qu'un rictus. Les Perses marchaient au combat coiffés de bonnets mous et vêtus de pantalons, symbole, pour le Grec, d'un efféminement barbare. Mais derrière cette apparence étrange se cachaient les immortels, une force d'élite de 10 000 hommes impitoyables. L'armée de Xerxès ne partait pas simplement en guerre. Elle transportait avec elle un monde entier, d'interminables caravanes d'épouses, de serviteurs et des montagnes d'or qui scintillaient d'un éclat éblouissant au soleil. Pour les Grecs, cette splendeur était un présage à la fois bienvenu et funeste. Xerxès rassembla tous les peuples sous sa bannière, des Mèdes en somptueuses robes, aux Bactriens sur leurs chameaux à 2 bosses. On y trouvait aussi des Indiens, payant tribut en poudre d'or, et des Éthiopiens, le visage peint à la craie et vêtus de peau de lion. C'était le premier véritable empire mondial de l'histoire, déterminé à rayer la Grèce de la carte. Mais son arme la plus redoutable était sa flotte, 1200 navires. Et c'est là que résidait le drame principal. Des centaines de navires grecs s'affrontèrent entre eux. En substance, il s'agissait d'une guerre civile brutale, où les Grecs d'Asie combattaient pour le roi perse contre les Grecs d'Europe. Parmi les commandants de Xerxès, une femme se distinguait, la reine Artémise. D'une ruse et d'un courage exceptionnel, elle fit s'écrier le roi lui-même, au beau milieu d'une bataille navale, « Mes hommes sont devenus des femmes, et mes femmes des hommes. » Tandis que cette avalanche d'acier déferlait lentement vers le sud, encombrant les routes de convois de ravitaillement, les Grecs perdaient un temps précieux en querelle. Les Spartiates n'étaient nullement disposés à interrompre leurs fêtes sacrées et les Jeux olympiques pour une guerre. Mais l'oracle de Delphes prononça une sentence terrible, soit Sparte tomberait et serait occupée, soit son roi devrait se sacrifier. Léonidas comprit que le temps de la diplomatie était révolu. Sans attendre la fin des festivités, il se dirigea vers l'étroite gorge des Thermopyles. Xerxès était certain que ces millions d'hommes écraseraient sans peine la poignée de cités rebelles. Il ignorait encore que Thémistocle avait déjà tendu ses filets et que les Spartiates n'attendaient que le moment opportun pour démontrer la valeur de la véritable liberté face à l'or et au fouet. La plus grande bataille avait commencé, celle où l'orgueil se heurterait au désespoir, la discipline à l'infini. Pourquoi Léonidas a-t-il choisi précisément 300 hommes? Ce n'était pas un nombre aléatoire. À Sparte, un tel groupe était appelé les Hippeis, la garde d'élite du roi. Mais cette fois, la sélection reposait sur un critère terrifiant. Chaque guerrier devait avoir un fils vivant. Pourquoi? Léonidas savait qu'il allait à la mort. Il avait besoin que la lignée de chaque héros se perpétue et que les fils, rongés par la fierté de leur père, deviennent le noyau de la prochaine génération de guerriers invincibles. C'était une mission suicide, un sacrifice de soi officiellement autorisé. Léonidas n'était pas destiné à devenir roi. Cadet, il avait été formé à l'école spartiate, ce système d'éducation brutale dont les héritiers du trône étaient généralement exemptés. Il connaissait la guerre de l'intérieur, au plus profond de son être. À 50 ans, il possédait le corps d'un athlète et la volonté d'un tyran.
Lorsque Xerxès lui demanda de rendre les armes, Léonidas répondit sèchement, dans le plus pur style spartiate, « Venez les prendre ». Tandis que l'armée perse marquait une pause à l'entrée du ravin, Xerxès envoya un éclaireur. À son retour, il était complètement déconcerté. Les Spartiates se comportaient étrangement. Ils s'étaient dévêtus pour faire de la gymnastique et se coiffaient soigneusement les longs cheveux. Xerxès en rit, pensant qu'il s'agissait de sottes se pavanant. Mais le roi d'Émarate, exilé et connaissant bien son peuple, avertit son souverain « Lorsqu'un Spartiate se coiffe avant le combat, il se prépare à tuer et à mourir. Ils craignent leur loi, plus que vos esclaves ne craignent le fouet. » Août 480. Une chaleur accablante, plus de 40 degrés, de la poussière et des nuées de mouches. L'étroite bande de terre entre les falaises et la mer se transforma en fournaise. Xerxès lança les Mèdes à l'assaut, mais leurs boucliers d'osier et leurs javelots courts étaient impuissants face à un mur de bronze impénétrable. Les Spartiates se tenaient en phalange, protégés par des casques forgés par les meilleurs artisans de Laconie. Dans cet espace exigu, la supériorité numérique des Perses devint leur malédiction. Le premier jour du grand massacre commença, où la discipline des hommes libres se heurta au flot incessant d'esclaves. Fierté contre désespoir, acier contre chair. Le premier sang coula sur les pierres des Thermopyles. Ce mur de bronze n'était pas qu'une métaphore, c'était un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Regardez leurs casques. Massifs, coiffés de crêtes en crin de cheval, ils transformaient l'homme en une statue d'acier. Mais il y avait un hic. Un tel casque privait presque totalement le guerrier de l'ouïe et de la vue. Pour survivre dans un tel cocon, il fallait littéralement sentir l'épaule de son voisin avec sa peau. Si l'on ne pouvait entendre les ordres par-dessus le vacarme de la bataille, il fallait ressentir le rythme de la phalange de tout son corps. Les Spartiates méprisaient l'innovation. Tandis que les autres Grecs adoptaient le lin matelassé léger, ces hommes continuaient de s'habiller de lourdes armures de bronze coulé. Sous leur armure, ils portaient une tunique de laine, teinte d'un rouge profond, avec des colorants extraits de coquillages laconiens. Savez-vous pourquoi? Pour que l'ennemi ne voie pas votre sang et pour que vous ne soyez pas distraits par vos blessures. Et pas de chaussures. Depuis leur enfance, leurs semelles avaient été durcies sur des pierres acérées jusqu'à devenir plus dures que les sabots des animaux. Mais leur plus grand trésor était leur bouclier, l'aspice. D'1 mètre de diamètre, il était fait de bois et d'une couche de métal. Il portait la célèbre lettre lambda. Mais n'oubliez pas, le bouclier n'appartenait pas aux guerriers, il appartenait à la troupe. À Sparte, on disait « Perdre son casque est un crime, mais abandonner son bouclier est une trahison ». Car un casque protège l'individu, tandis qu'un bouclier protège toute la troupe. Xerxès, horrifié, assista à la scène. Il bondit de son trône à 3 reprises, voyant ces immortels, l'élite de l'élite, réduits à un amas de chair et de sang. Les Spartiates se moquèrent littéralement des Perses. Ils feignirent une fuite paniquée, attirant l'ennemi hors de ses lignes, puis se retournèrent instantanément et portèrent un coup fatal à la foule désorganisée. Tout bascula avec l'arrivée d'Éphialtès. Un homme dont le nom signifie encore « cauchemar » en grec. Il trahit son peuple en indiquant aux Perses un détour par les montagnes. L'étau se resserra. Léonidas le comprit. Ses ordres pour le lendemain matin furent brefs. « Prenez un bon petit déjeuner, car nous dînerons aux enfers. » Ce n'était pas de la bravade, c'était la vérité. Le dernier jour, ils combattirent avec la fureur des condamnés. Lorsque leurs lances se brisèrent en 1000 morceaux, ils entrèrent en scène avec des épées courtes. Quand celles-ci se brisèrent à leur tour, les Spartiates lacérèrent les Perses à pleines dents et à main nue. L'ennemi, si démoralisé, craignit d'approcher pour porter le coup fatal. La poignée de héros survivants furent simplement criblés de flèches à distance. Ainsi périrent 300 hommes, forgeant une légende plus forte que n'importe quel bronze.
Mais qu'advint-il des survivants de ce carnage? Il y avait un homme nommé Aristodème. Il ne mourut pas aux Thermopyles, et pour un Spartiate, c'était pire que la mort la plus atroce. 1 an plus tard, lors de la bataille décisive de Platée, il combattit comme un possédé, cherchant littéralement la mort. Il massacra les Perses, brisant les rangs et désobéissant à tous les ordres, espérant laver sa honte par son sang. Mais lorsque la bataille s'apaisa, ses compatriotes portèrent un jugement sévère. Aristodème n'était pas un héros. Il avait violé la discipline sacrée. À Sparte, la folie individuelle n'avait jamais plus de valeur que la discipline. Tandis que d'autres guerriers recevaient des honneurs posthumes, le nom d'Aristodème fut simplement rayé des listes officielles. Les Thermopyles devinrent un lieu de pèlerinage, mais la dépouille du roi Léonidas ne fut rapatriée en Grèce que 40 ans plus tard. Imaginez, pendant 4 décennies, les ossements d'un grand guerrier reposèrent dans une terre anonyme, sur le champ de bataille. Son retour à Sparte fut un geste politique fort. À l'époque, Sparte et Athènes se livraient une lutte acharnée pour l'influence, et les Spartiates, par cet exploit, narguèrent leurs voisins et leur rappelèrent qui avait véritablement sauvé la Grèce de l'esclavage. Ils créèrent un véritable culte de Léonidas, érigeant des temples et instituant des fêtes annuelles qui, au fil du temps, prirent une ampleur considérable. Même Alexandre le Grand, qui avait conquis le monde connu tout entier, ressentit l'ombre de ses 300 héros. Après sa première grande victoire sur les Perses, il envoya exactement 300 armes capturées à Athènes. Mais dans un message à leur intention, il souligna avec sarcasme « Ceci est un cadeau de tous les Grecs, à l'exception des Spartiates. » C'était une vengeance personnelle pour leur arrogance et leur refus de se soumettre à sa volonté. Plus tard, lorsque Rome conquit la Grèce, la légende de Sparte connut un nouvel essor. Les Romains étaient littéralement obsédés par l'austérité spartiate. Ils transformèrent la ville en une sorte de parc historique. Ils firent revivre d'anciens rituels, érigèrent des portiques ornés d'images de Perses capturés et allèrent jusqu'à falsifier des documents pour prouver leur parenté avec Léonidas. La machine de guerre spartiate devint une marque, attirant des touristes de tout l'Empire. Les Spartiates, jadis méprisants envers les étrangers, commencèrent à attirer les marchands et à abolir les impôts afin que leur gloire passée continue de générer des revenus. L'histoire prit un tournant dramatique. La discipline de fer devint un spectacle et le souvenir du sacrifice pour la liberté devint le bien le plus convoité de l'Antiquité. La gloire de Sparte était si fascinante que même les grands prêtres de Jérusalem cherchèrent à prouver leur parenté avec les descendants de Léonidas par Abraham lui-même. Pourquoi? La réponse est simple, pour s'assurer une place d'honneur dans le nouvel ordre mondial et s'attirer de puissants alliés dans la lutte contre des voisins agressifs. Le nom Spartiate devint une clé universelle, ouvrant toutes les portes politiques. 15 siècles plus tard, ce nom conserve tout son pouvoir de fascination, poussant certains à réécrire leur généalogie pour une goutte de sang légendaire. Lorsque l'Europe redécouvrit l'Antiquité à la Renaissance, Léonidas devint une figure emblématique. Le célèbre artiste pérugin le représenta non comme un berserker furieux, mais comme un héros profondément pensif, contemplant avec tristesse son épée inhabituellement longue et courbe. C'était l'image d'un homme conscient de l'inéluctabilité de sa fin, mais qui choisissait le devoir. Même le grand Napoléon Bonaparte fut d'abord sincèrement perplexe. Pourquoi son peintre de cour passait-il des années à dépeindre une bande de héros antiques déchus? Cependant, l'empereur reconnut plus tard que le triomphe moral de Léonidas valait bien une douzaine de victoires ordinaires. Les intellectuels des Lumières débattirent de Sparte jusqu'à l'épuisement. Michel de Montaigne déclara avec audace que la défaite des Thermopyles était le plus beau et le plus glorieux échec que le soleil ait jamais connu. À elle seule,
Elle surpassait toutes les plus grandes victoires grecques sur les Perses. Lord Byron, dans ses poèmes, fit littéralement surgir les ombres des Spartiates de la poussière pour restaurer la liberté perdue de la Grèce. Pour lui, les Thermopyles n'étaient pas un simple point sur une carte, mais une flamme éternelle qui ne s'éteint jamais. Au XXe siècle, cette légende antique acquit une pertinence terrifiante, tandis que les archéologues mettaient au jour des torses de marbre dans la poussière des fouilles, que les ouvriers baptisèrent aussitôt, et avec enthousiasme, Léonide. Le monde se retrouva une fois de plus au bord du gouffre. Winston Churchill, rendant hommage aux pilotes britanniques après la bataille d'Angleterre, établit un parallèle direct entre les cockpits de leurs chasseurs et les falaises ensanglantées des Thermopyles. Ces quelques-uns qui sauvèrent la civilisation en 1940 devinrent les descendants directs des 300 Spartiates. L'histoire avait bouclé la boucle. Une bataille locale dans une gorge étroite était devenue un code culturel mondial qui continue de fasciner aujourd'hui. Savez-vous ce qu'il y a de plus paradoxal dans l'histoire des Thermopyles? Cet exploit antique a alimenté l'idéologie des deux camps lors de la guerre la plus terrible de l'humanité. En 1940, alors que la quasi-totalité de l'Europe se soumettait à Hitler, la Grande-Bretagne n'était pas seule. La Grèce était présente. Lorsque les Grecs ont répondu par un non catégorique à la tentative d'occupation, le monde y a vu une renaissance directe de l'esprit du roi Léonidas. Les historiens britanniques, parachutés derrière les lignes ennemies comme officiers de liaison, considéraient les partisans grecs comme les héritiers directs de ces mêmes 300 héros. Mais voici ce qui est véritablement effrayant. Les nazis, eux aussi, étaient obsédés par Sparte. Une véritable spartomanie s'est développée au sein du Troisième Reich. Des archéologues allemands ont fouillé frénétiquement le sol grec à la recherche de squelettes de guerriers pour prouver leurs origines nordiques. Alors que l'armée de Paulus s'effondrait dans les ruines de Stalingrad, le Reichsmarschall Göring a littéralement paraphrasé la célèbre épitaphe de Simonide dans son discours, appelant les soldats à mourir en obéissant aux lois de la guerre. Même dans son dernier bunker, en avril 1945, Hitler a forcé son entourage à penser à Léonidas, cherchant dans sa mort un prétexte à sa propre chute. Plus tard, pendant la guerre froide, ce mythe connut une nouvelle percée. Hollywood transforma la bataille dans l'étroite gorge en un symbole de la lutte de la démocratie occidentale contre l'esclavage oriental. Les films des années 1960 et les romans graphiques contemporains de Frank Miller ont ancré ce récit, une poignée de défenseurs de la raison contre les hordes infinies du despotique Xerxès. Mais derrière cette façade dorée se cache une réalité plus sombre. Le mot « ilote » nous rappelle encore que la liberté spartiate s'est construite sur l'exploitation brutale des esclaves. Sparte ne connaissait pas de demi-mesure. Elle exigeait tout d'un homme, son temps, sa famille et sa vie. Pourquoi utilisons-nous encore les mots « spartiate » et « laconique » ? Parce que la bataille des Thermopyles fut bien plus qu'une simple défaite. Ce fut une victoire morale qui donna à la Grèce la possibilité de perdurer et de bâtir la civilisation que nous connaissons aujourd'hui. Sans cette résistance acharnée sur ces falaises ensanglantées, notre monde serait bien différent. Les Spartiates ne se contentaient pas de combattre. Ils faisaient de leur vie entière une course effrénée et sans fin. Les Grecs avaient le concept d'agonie. Aujourd'hui, nous l'assouvissons comme l'agonie de la mort, mais à l'époque, elle symbolisait l'apogée de la compétition. Pour un Spartiate, la réalité tout entière était un agon permanent, une lutte pour le droit d'être reconnu comme le meilleur, que ce soit dans le stade, à l'assemblée ou sur le champ de bataille. Ce fanatisme prenait littéralement racine au berceau. On ne berçait pas un nouveau-né dans les bras, on le baignait dans du vin fort. C'était là sa première épreuve de force. Si l'enfant paraissait faible ou maladif, son destin s'achevait au fond du ravin le plus proche.
cruel? Pour nous, oui. Mais même les grands philosophes de l'époque, comme Platon et Aristote, considérèrent cela comme un filtre nécessaire à la création d'un état idéal. Ceux qui survivaient étaient soumis à l'épreuve impitoyable de l'agogé, un système d'éducation qui s'apparentait à une longue épreuve d'endurance. La citoyenneté n'était pas un droit inné, elle se gagnait au prix d'épreuves exténuantes. Même à 20 ans, après des années de souffrance, un jeune homme pouvait tout perdre s'il échouait à l'épreuve finale, l'admission sélective au repas communautaire. Un seul refus, et c'était l'exclusion à jamais, un paria sans droit ni honneur. Mais derrière cette façade de sévérité se cachaient des réalités qui choquaient le reste du monde. Tandis que les hommes spartiates se préparaient à la mort, leurs femmes jouissaient d'un pouvoir et d'une liberté inimaginables ailleurs. Les jeunes filles s'entraînaient aux côtés des hommes, pouvaient posséder des terres et même avoir légalement plusieurs maris. C'était un monde de paradoxes. La liberté absolue des maîtres reposait sur l'absence totale de droit des zélotes, esclaves. Juste avant la bataille des Thermopyles, un éclaireur perse rapporta à Xerxès une chose étrange. Les Spartiates, dans la gorge, se peignaient tranquillement leurs longs cheveux. Le roi rit, prenant cela pour de l'efféminement. Il ne comprenait pas qu'il voyait des gens qui avaient déjà accepté leur mort. Chacun des 300 guerriers de Léonidas avait un fils vivant. Ils avaient assuré la continuité de leur lignée avant de se sacrifier. Ils allèrent à la mort non par peur d'un tyran, mais par loyauté envers la loi qu'ils avaient choisie. Léonidas ne mourut pas simplement dans la gorge. Il paya de son sang le droit de chacun à la liberté. Nous avons tendance à réduire l'histoire à une simple succession de dates, mais en réalité, c'est une lutte pour la vérité. Hérodote, que l'on considère comme le père de l'histoire, ne s'est pas contenté de consigner les événements. Il a créé le premier rempart idéologique de l'histoire. Pour lui, les guerres médiques n'étaient pas qu'une lutte pour le territoire, mais un affrontement entre deux mondes radicalement différents. Il croyait que la victoire grecque était le triomphe de la liberté sur l'esclavage et n'hésitait pas à affirmer que la main des dieux était à l'origine de ce triomphe. Hérodote travailla comme un véritable enquêteur. Il savait que la mémoire collective s'éteint après 3 générations et s'empressa donc d'interroger les derniers témoins avant que leur récit ne se mût en légende. Mais là où s'arrêtaient les faits, l'art prenait le relais. Le poète Simonide, doté d'une mémoire phénoménale, transforma le sang et la boue des batailles en gloire éternelle. Il était le maître qui, moyennant une somme fixe, forgeait la réputation de nations entières. Simonide appelait Sparte la dompteuse des mortels. Une description d'une justesse effrayante. Dès l'âge de 7 ans, les Spartiates étaient domptés comme des chevaux sauvages, leur valeur personnelle sacrifiée au nom de l'État. On leur enseignait que la cité était leur unique foyer et la loi leur unique maître, à laquelle obéir jusqu'à leur dernier souffle. Face à cette discipline de fer, Xerxès lança une avalanche hétéroclite de peuples venus des 4 coins du monde. Voyez cette armée, des Perses en armure d'écaille, des Assyriens coiffés d'étranges casques de cuivre et vêtus de cuirasses de lin, des Bactriens armés d'arcs en roseau. Il y avait même des Éthiopiens, le corps peint de craie et d'ocre, armés de lances à pointe de cornes d'antilope. Des Indiens en robes de coton, des Scythiens coiffés de turbans et des Libyens brandissant des javelots cuits au feu. Toute la puissance de l'Asie marcha sur la minuscule Grèce. Xerxès croyait en la force du nombre et en la diversité de ses troupes, mais il négligea un point essentiel. Face à sa horde de milliers d'hommes se dressait un peuple qui avait déjà vaincu sa peur. Pour les Spartiates, mourir au combat n'était pas une tragédie, mais la plus haute expression de la loyauté à sa parole. C'est cette soumission consciente au destin qui a immortalisé leur nom et fait de leur sacrifice dans les gorges des Thermopyles le fondement de notre civilisation.
Voyez ce flot incessant de gens. Ce n'est pas seulement une armée, c'est toute l'Asie qui se précipite pour écraser la petite Grèce. Avant Xerxès, marchèrent des peuples dont les noms résonnent aujourd'hui, comme des légendes. Les Phrygiens et les Arméniens, dans leurs armures traditionnelles, les Lydiens, presque indiscernables des Grecs, et les Mysiens, brandissant des javelots aux pointes durcies par le feu. Le spectacle était véritablement extravagant et haut en couleurs. Des Thraces coiffés de bonnets de fourrure de renard et vêtus de burnous éclatants, des Pisidiens portant des casques de cuivre ornés d'oreilles et de cornes de taureaux, et même des insulaires venus des rivages de la mer Rouge. Mais au milieu de ce chaos, les Sagartioé se distinguaient, nomades, qui abhorraient le fer. Leur seule arme au combat était un lasso tressé. Ils enroulaient le nœud coulant autour d'un cavalier ou d'un fantassin et traînaient leurs victimes vers une mort certaine, telles des bêtes sauvages. Au cœur même de cette horde se trouvaient les Immortels, 10 000 guerriers perses d'élite. On les appelait ainsi non pas parce qu'ils étaient immortels, mais parce que leurs effectifs étaient invariables. Si l'un d'eux tombait malade ou était blessé, un autre prenait immédiatement sa place. Ils brillaient de bijoux d'or et derrière eux suivaient des caravanes chargées de concubines et d'un luxe que la Grèce n'avait jamais connu. Xerxès ne commandait pas seulement des soldats, il incarnait l'idéal même de la grandeur impériale. En mer, la puissance perse n'en était pas moins dévastatrice, 1200 trirèmes. Et c'est là que réside le rebondissement le plus inattendu. Parmi les visages austères et masculins des amiraux, Artémise se distinguait. Cette femme menait sa flotte non par obéissance aux ordres, mais par son propre courage. Ses conseils à Xerxès étaient plus précis et plus judicieux que les stratégies de tous ses généraux. Mais derrière cette splendeur éblouissante se cachait une ombre que le grand roi choisit d'ignorer. L'histoire nous enseigne que la grandeur des États est cyclique. Les cités glorieuses d'hier sont aujourd'hui en ruine. Cyrus, Xerxès marcha vers le triomphe, sans se rendre compte que son armée de milliers d'hommes n'était qu'un colosse aux pieds d'argile face à un peuple pour qui la loyauté à la parole donnée était plus précieuse que la vie elle-même. C'était l'hiver de l'an 480 avant Jésus-Christ. Xerxès s'enfuit en disgrâce, mais laissa son meilleur général, Mardonius, en Grèce. Il décida d'agir avec plus de ruse. Pourquoi verser le sang quand il pouvait simplement acheter les Athéniens avec de l'or? Mais la victoire sur un ennemi extérieur n'est qu'un répit temporaire, car le traître Éphialtès attend toujours son heure, et la roue de la fortune a déjà entamé son prochain tour fatal.